Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT de l'éducation. Tout de suite, le sommaire. Il est le maire de Neuilly-sur-Seine depuis 2008. En près de 15 ans, il a vu la société et bien sûr l'école évoluer. Jean-Christophe Fromentin est l'invité de ce Grand JT. Il sera là en première partie d'émission. Apprendre l'équilibre alimentaire tout en jouant, c'est ce que propose Monsieur Miam. Son créateur sera avec nous en seconde partie d'émission. Enfin, on vous emmènera dans les coulisses du concours Science Factor, un concours de sciences auquel participent des collégiens et des lycéens. Mais avant cela, c'est l'heure de faire un point sur l'actualité de l'éducation avec Michael Dos Santos. Bonjour Michael. Bonjour Virginie. Alors on commence avec le blocus d'un lycée qui a dégénéré hier. Oui, ça s'est passé à Nanterre, en région parisienne. Des affrontements ont éclaté entre les élèves de l'établissement Joliot-Curie et les forces de l'ordre. 14 personnes ont été placées en garde à vue, 2 policiers ont été blessés. Alors à l'origine de ce blocus, initié lundi, plusieurs raisons sont évoquées par les élèves. La suspension, puis la mutation d'un professeur de mathématiques, Kai Tarada, la fin de l'aide aux devoirs également, mais aussi la remise en cause de la liberté vestimentaire. Trop de tenues, selon les élèves, seraient assimilées à des tenues religieuses. Dans un communiqué, en tout cas, la mairie de la ville de Nanterre a appelé au calme. Les tenues à l'école, et justement c'est un sujet brûlant, Pap Ndiaye l'a de nouveau évoqué hier à l'Assemblée nationale. Oui, Pap Ndiaye a évoqué le sujet et répondait à une question d'une députée, le ministre de l'Éducation nationale, et il a évoqué la loi sur l'interdiction du port des vêtements et des signes religieux ostentatoires à l'école. Pap Ndiaye qui a annoncé qu'il serait ferme et intransigeant. Il y a des centaines de personnes qui, dans chaque académie, viennent en appui aux équipes pédagogiques. Ça signifie également la formation des enseignants. Dans chaque académie, il y a des milliers d'enseignants qui sont formés à la laïcité et aux moyens de faire respecter la loi de 2004. Les élèves qui contreviennent à la loi de 2004 sont sanctionnés et de nombreux élèves ont été sanctionnés depuis la rentrée scolaire. Et voilà la fermeté évoquée par Pap Ndiaye. Transparence aussi, puisqu'on le rappelle, des données vont être dévoilées chaque mois à partir de ce jeudi. Et puis Pap Ndiaye a réaffirmé aussi un principe simple, la laïcité n'est pas négociable. L'occasion aussi pour lui de rendre hommage à Samuel Paty. J'ai une pensée émue pour lui, mon collègue professeur d'histoire. À cette occasion, voilà l'hommage de Pap Ndiaye de toute l'Assemblée nationale. Pap Ndiaye qui sera samedi à l'Université de la Sorbonne pour remettre le prix Samuel Paty à des classes qui ont œuvré pour la citoyenneté et la laïcité. Et à quelques jours de ce triste anniversaire, on apprend qu'un professeur a de nouveau été menacé pour des caricatures de Mahomet. Oui, les faits se sont déroulés le 4 septembre dernier dans le Bas-Rhin. Un professeur a évoqué en classe plusieurs thèmes, dont les caricatures de Mahomet. Agacé, une élève de 16 ans en parle désormais à sa famille et notamment à son oncle qui, furieux, se déplace directement à l'école. Alors d'après les personnes présentes, il aurait menacé de mort le professeur, menacé le professeur d'avoir un destin à la Samuel Paty. L'homme et la jeune fille ont été arrêtés et placés en garde à vue. La police, en tout cas, a scruté les réseaux sociaux pour voir si l'affaire ne prenait pas de l'ampleur, éviter un nouveau drame comme Samuel Paty. Et le dossier est pris très au sérieux, mais pour le moment, ça reste assez calme et c'est tant mieux. J'imagine qu'ils n'ont pas que scruté les réseaux sociaux, ils ont été plus loin. Merci. Alors la hausse des prix liés à l'inflation impacte déjà les élèves. Oui, cela commence à se voir et notamment dans un domaine vital, c'est les repas à Nîmes. Le personnel des activités liées à l'école a constaté une dégradation depuis juin dernier. De plus en plus d'élèves sont inscrits à la cantine et cela signifie l'assurance d'un repas économe, plutôt riche, équilibré et puis surtout c'est le seul de la journée pour beaucoup de ces élèves. D'autres écoliers, eux, sont privés de goûter, ne mangent plus à leur faim. Heureusement, ces enfants peuvent compter sur la solidarité du personnel des écoles et puis des parents qui ont souvent un sentiment de honte et qui préfèrent dire qu'ils n'ont pas eu le temps de faire les courses pour expliquer que leur enfant n'a pas assez à manger plutôt que d'avouer leur situation de précarité parce que c'est plutôt difficile pour eux.
Autrement dit, soyez bienveillants, voilà, pensez à partager. Merci beaucoup, Mickaël. Jean-Christophe Fromentin, maire de Neuilly-sur-Seine, est avec nous. L'interview est maintenant. Bonjour Jean-Christophe Fromentin, merci mille fois d'être avec nous. Vous êtes vice-président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, mais également maire de Neuilly-sur-Seine depuis 2008. Vous avez donc une grande expérience évidemment de la ville de Neuilly-sur-Seine. Vous êtes le maire, je disais, et surtout vous devez avoir du recul sur les changements qu'il y a eu depuis que vous êtes maire. Je parle des changements de la société de manière générale. C'est une question un peu vague, générale, mais ceci étant, j'ai envie de vous poser cette question. Quel regard vous portez sur la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui? Je trouve que la société a vécu des crises. Elle a vécu la crise de 2008, crise financière qui marquait une fin de cycle probablement sur la financiarisation de l'économie. Puis le moment où vous arrivez en tant que maire. Voilà, elle a vécu cette période... l'émergence, le nouveau rapport de force dans l'hémisphère sud entre les États-Unis et la Chine. Elle a vécu la crise sanitaire que l'on a connue. Elle vit une crise des matières premières aujourd'hui. Donc c'est assez intéressant de voir que tout le prisme des crises, sanitaires, économiques, financières, sociales également, s'invite dans cette longue décennie. Et du coup, ça génère des nouveaux comportements sur lesquels on reparlera certainement, mais assez intéressant, ce qu'on appelle le réenracinement, cette volonté de retrouver des racines, retrouver là où l'on vient, retrouver un prisme culturel, retrouver un contact avec la nature. On a une forme de bascule en ce moment, qui est une bascule qui se passe sur 10-15 ans, qui est aussi traversée par les grands sujets écologiques et environnementaux. Eh bien, parlons-en. Mais voilà, on a un retournement, une révolution au sens physique du mot, et un vrai retournement, plein de domaines, qui annonce une société nouvelle probablement. Alors, cette société nouvelle, justement, on va en parler, en tout cas celle qui est actuelle et à venir. Vous parlez d'écologie, le climat ambiant donc n'est pas idéal, on le sait, on parle évidemment de guerre, mais aussi de dérèglement climatique. Le rapport du GIEC est assez effarant, mais vous avez reçu un prix en 2021, le prix de l'enracinement Simone Veil, qui récompense une personnalité qui œuvre à la fois en fait pour l'écologie et l'innovation. En quoi c'était important pour vous, justement, ce prix et d'être constamment dans l'innovation? Alors, Simone Veil avec un W, pour ne pas confondre avec la femme politique. Simone Veil, c'était une philosophe, une jeune philosophe brillante, normalienne, que le général de Gaulle avait appelée à ses côtés en 1942 à Londres pour finalement préparer le retour en France. Il avait dit à cette philosophe, la reprise en main de la France va être très difficile, elle va être totalement esquintée, cicatrisée, il y a des plaies ouvertes partout, liées aux effets de la guerre, alors aux effets physiques, mais aussi aux effets moraux, psychologiques, aux querelles dans les familles, à tout ce qu'une guerre de cette ampleur peut générer. Je crois qu'elle est morte un an après, il me semble. Elle est morte en 1943. Elle est morte en 1943 et elle a été publiée par Albert Camus quelques années après, en 1948, je crois, et qui dit que c'est sans doute le traité de philosophie politique le plus important au XXe siècle. Et Simone Veil dit en substance au général de Gaulle, elle dit il faudra redonner aux Français à aimer la France. Il faudra les réenraciner. Ils sont totalement déracinés par les effets de la guerre, par la séparation des familles, par tous les traumatismes du conflit, et il faudra leur redonner à aimer ce qui est en commun, ce qu'ils aiment en commun, la France. Il faudra qu'ils regardent tous dans la même direction et relancer, restaurer finalement la France, sa culture, son esprit, ses valeurs, son économie. Ce sera le commun sur lequel finalement la réconciliation se construira. Et vous êtes reconnu là-dedans. Et donc je trouve qu'on touche les fondements de la politique. C'est-à-dire que la politique, c'est finalement une communauté qui partage un territoire, une culture, une histoire, un héritage, et du coup un destin également. Et que cet esprit français, mais c'est vrai pour chaque pays, se restaure à l'aune de ce qu'on a en partage. Et ce traité de philosophie politique est admirable parce qu'elle pointe les vecteurs de déracinement, en disant attention, voilà tous les vecteurs de déracinement, et donc voilà les vecteurs de réenracinement. Et elle dit bien au général de Gaulle, c'est pas simplement une affaire d'argent, c'est pas le plan Marshall qui va sauver la France, c'est vraiment redonner à aimer la France. Et elle revoit un modèle politique qui a sans doute inspiré
la Ve République. Elle voit toute une série de mesures, de dispositions politiques à prendre pour réenraciner la France, lui redonner sa raison d'être et la refaire partir, la redynamiser après la guerre. Et c'était un peu la feuille de route du général de Gaulle. Et quand on lit ce livre, qui est un livre de philosophie, mais très, très contextualisé, on comprend mieux la politique menée par le général de Gaulle, qui est une politique inspirée par les travaux qu'il a demandé à Simone Veil. Mais surtout, rapidement, parce qu'on va passer évidemment sur le côté éducation, mais ce qui est intéressant, c'est un prix décerné par Écologie Responsable, qui est le groupe Écologie Responsable, qui est un laboratoire d'idées, mais surtout fondé par des étudiants. Donc c'était important aussi d'avoir ce rôle de la transmission, en fait, être aussi, en tant que maire de Neuilly, aussi, gratifié pour cela. C'est effectivement ce qui m'a le plus marqué dans la remise de ce prix, c'est que, c'est un prix à partir de l'œuvre d'une philosophe, donc c'est pas forcément facile et évident, mais c'est remis par des jeunes étudiants qui finalement ont bien compris dans cette philosophie politique cette idée de nature, d'enracinement, cette idée de culture, de raison d'être, qui dit c'est à partir de nos racines qu'on va loin. Et le fait que ce soit de la nouvelle génération qui décerne ce prix, alors c'est un prix qui est décerné au Sénat avec toute une série de personnalités, montre bien finalement qu'il y a une refondation politique qui est intéressante, qui quand elle vient des nouvelles générations est d'autant plus pertinente et alors vous parlez de refondation, vous parlez de refondation, vous parlez même de révolution à venir. Nous sommes sur la chaîne de l'éducation, sur School TV. On parlait tout à l'heure de changement de la société et de développement durable. L'école est un endroit où tous ces changements se ressentent, se voient au quotidien. Comment vous avez vu et surtout fait évoluer l'école depuis que vous êtes maire de Neuilly, depuis 2008 ? Alors on a des pouvoirs limités, puisque c'est quand même l'éducation nationale qui a la responsabilité de l'école. Nous, on a, comme maire, on a la responsabilité de ce qu'on appelle le périscolaire, les centres de loisirs, le temps méridien, les bâtiments, les jardins, les cours, etc. Ce qui n'est pas rien en activité extrascolaire, justement. Voilà. Là, il faut s'extraire effectivement de l'activité purement scolaire et puis dire dans ce temps disponible, dans cet environnement qu'on donne à nos enfants, comment est-ce qu'on peut porter quelque chose. Et donc, il y a effectivement le temps périscolaire, il y a ce moment entre midi et 2 heures, il y a la cantine, il y a la configuration de nos espaces. Et tout ça nous permet de faire pas mal de choses. Alors, on a d'abord, sur les activités périscolaires et le temps méridien, on essaye d'amener des nouvelles activités, des nouveaux regards, des nouveaux éveils, sans pour autant venir bourrer la tête des enfants. Parce qu'il faut leur laisser, et moi je suis très sensible à ça, leur laisser des temps d'errance, des temps de silence, des temps de liberté, des temps qui permettent la réflexion, se poser. Qui permettent la réflexion, la créativité, l'altérité, le dialogue, vous voyez, le dialogue totalement libre, pas encadré par des principes, par des cours, par des profs, par des éducateurs. Donc je suis très sensible et ça a été un moment un peu un sujet avec les parents qui disent il y a 2 heures de libre entre midi et 2 heures, 1 heure pour la cantine, 1 heure, alors il faut faire de l'anglais, il faut faire du truc, etc. Et de dire aux parents non, arrêtons, laissons l'éducation nationale suivre son parcours, mais donnons aussi à nos enfants des temps d'éveil et des temps de liberté, d'ennui. Même les psychologues disent qu'il faut laisser des temps pour l'ennui. L'ennui va chercher finalement une forme d'introspection qui est assez intéressante. Je me permets, je rebondis, vous parlez de la cantine. La cantine à Neuilly, la cantine est-elle gratuite ou non? Ça dépend alors les cantines, publics. Voilà, les cantines, c'est un barème qui est proportionné aux revenus. Mais les cantines, c'est aussi un terrain de jeu, entre guillemets. C'est un terrain de découverte, à des nouveaux goûts, à des nouvelles odeurs, à des nouvelles expériences. Donc on est très sensible dans les marchés que l'on passe avec les opérateurs à ce qu'ils poussent aussi cette idée d'errance gastronomique, gustative dans les propositions qu'ils font, conscients que chez eux, les enfants n'ont pas tant cette opportunité finalement de faire des découvertes. Les choses sont souvent un peu cadrées aussi. Et donc, on mange souvent la même chose à la maison, c'est ça? On voit bien, les parents, alors pas tous, mais il y en a qui font certainement des explorations gastronomiques tout à fait extraordinaires. Mais il y en a d'autres parce que on n'a pas le temps en semaine L'enfer de goûter les salsifis à la cantine, on l'aura à Neuilly ou pas? À la cantine, il faut faire ces expériences créatives. Et les opérateurs avec qui on travaille ont ce recul, cette capacité à proposer aux enfants des découvertes gustatives, gastronomiques, olfactives, en circuit etc. court, locaux, écolos.
Oui. responsable. On a, je crois, près de 60% des aliments qui sont soit bio, soit en circuit court, qui sont labellisés, des viandes labellisées, etc. Donc c'est pas forcément la région Île-de-France, parce que c'est pas la plus agricole de France, mais en tous les cas, c'est aussi la richesse des labels et des produits de spécialité qu'il y a en France. Donc la cantine est un lieu, les temps d'errance sont importants, les temps d'ennui sont importants, et puis les expériences nouvelles. Vous voyez, on a installé dans une école tout le toit, dans une école qu'on vient de refaire, tout le toit, c'est comme un grand jardin avec des potagers, avec des fleurs, avec des plantations diverses et variées. Donc on a mandaté une association qui est spécialisée sur cette agriculture urbaine. Et donc les enfants peuvent suivre des cours, donc ils programment ça avec leurs professeurs, où ils viennent entretenir leurs plantes, gérer leur potager, apprendre à planter, à arroser, à désherber, etc. Et donc on a fait une véritable classe qui est une classe complètement dédiée à la botanique et à la nature. Et ça fait partie des nouvelles activités. Il y a l'activité faire la cuisine, il y a les langues étrangères, il y a comme ça plein d'activités dérivées que l'activité périscolaire nous permet d'explorer, ce que ne peut pas faire forcément l'éducation nationale. La rentrée a été très compliquée pour l'école, vous le savez. On a beaucoup parlé de pénurie de professeurs dans toute la France, évidemment de la hausse des prix, de l'inflation de manière générale qui s'est reportée sur les fournitures scolaires, sur les activités justement extra-scolaires. Neuilly-sur-Seine étant quand même une ville assez aisée, cela n'empêche qu'il faut quand même pouvoir subvenir justement à ces besoins-là pour les élèves. Mais comment ça s'est déroulé justement ici dans cette ville qui est dans le 92, je le rappelle, près de Paris, pour justement les élèves? Est-ce qu'il y a eu un professeur devant chaque classe? Oui, non, on a eu des professeurs dans toutes les classes. Après, ce qu'on a regretté, c'est que... Oui, primaire compris. Là, je parle surtout du primaire, puisqu'on gère le primaire. Donc, ce qu'on a regretté, c'est que, comme il en manquait ailleurs, l'éducation nationale nous a enlevé des professeurs 8 jours ou 10 jours après la rentrée, en nous obligeant à faire des regroupements de classes. Pourquoi pas, mais le faire avant la rentrée, le faire pendant les vacances, le faire par anticipation, c'est une chose. Le faire une fois que chacun a pris ses habitudes, que les enfants sont rentrés, qu'ils sont installés dans les classes face à un prof, et qu'au bout de 8 jours, on dise on enlève le prof, on va le muter ailleurs, et vous débrouillez pour regrouper les élèves orphelins de leurs professeurs dans d'autres classes, où on sera dans des étiages de nombre toujours acceptables, c'est malheureusement pas acceptable, parce que tout ça pourrait être anticipé, se faire en juillet, se faire en août, se faire même la veille de la rentrée. Mais une fois qu'on a donné aux enfants et à un professeur le goût de leur classe, qu'on a construit la classe, que les directrices, que les professeurs ont commencé à construire un peu le programme, et qu'au bout de 8 jours, on dit voilà, madame ou monsieur untel, vous partez dans une autre ville, et vous, les enfants, on va vous disperser dans d'autres classes, ça, c'est malheureusement pas possible. Mais l'argument, ça a été les vases communicants, c'est-à-dire que vous avez suffisamment de profs, donc il en manque là ailleurs. Il y a un étiage à 25 en moyenne dans les classes primaires. Donc nous, on a eu des classes où on était au-dessous. Donc quand on est au-dessous, généralement, une fois que c'est acté au moment de la rentrée, on reste à 22, 23, 24 par classe. Mais ça a été aussi cette année une variable d'ajustement. On dit là, il n'y a que 24 élèves, on vous enlève le prof et puis vous déployez vos 24 élèves dans plusieurs classes. Donc c'est pas bon pour les enfants, c'est désagréable et c'est voire difficile à vivre pour certains enfants parce qu'ils se sont installés dans leur classe, ils y ont passé déjà une semaine et au bout d'une semaine, on délite la classe. Et dans ces cas-là, vous n'avez pas fait appel, comme certains, à des contractuels, c'est-à-dire des profs qui ont été formés en très peu de jours pour pouvoir pallier au manque? Je pense que quand l'éducation nationale fait ce type de manip, c'est qu'ils ont épuisé tous les recours. Ils ont déjà leurs contractuels, etc. Nous, encore une fois, on ne gère pas les professeurs. Oui. Donc nous, on a une directrice qui nous dit le lendemain de la rentrée, ça y est, j'ai mes classes, c'est stabilisé, c'est formidable, tout le monde avance, puis qui nous rappelle 8 jours après, qui dit j'ai une classe qui ferme, et les enfants qui sont redéployés dans d'autres classes. Donc du coup, vous dites que vous n'avez aucun recours, même en tant que vice-président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, vous n'avez pas de recours. C'est-à-dire que vous êtes devant le fait accompli. Et en tant que maire, peu importe la ville d'ailleurs, on se retrouve dans cette situation. Que ce soit le maire, le président du département pour les collèges ou de la région, non, on n'a pas de recours. On a un dialogue avec l'éducation nationale dans les 6 mois qui précèdent la rentrée, où on voit à l'aune des projections, on nous dit, compte tenu des projections démographiques de la tranche d'âge, on va ouvrir, fermer, déplacer des classes. Et là, très bien, oui, on a 6 mois, on discute, on va voir l'inspecteur d'académie ou voir le recteur, et puis on commande ça, puis à la fin, on stabilise une situation. Entre vous et moi, monsieur après le la maire, rentrée, c'est dommage. Entre vous et moi, monsieur le maire, même 6 mois avant, c'est déjà trop tard pour pouvoir modifier les choses. Non, honnêtement, 6 mois avant, vous voyez, quand janvier, février de l'année N-1, on nous dit la rentrée de l'année suivante,
suivante va se faire dans telles conditions, parce qu'on projette, c'est nous aussi qui projetons des perspectives d'élèves. Donc voilà, moi ça me choque pas, vous voyez, qu'on ait ce dialogue avant. Mais une fois que la rentrée, que les élèves sont installés dans la classe, voilà, que l'appel est fait, qu'ils sont assis à côté de leurs copains, et que les parents ont déjà rencontré le professeur pour partager des soucis ou des particularités de leur enfant. Une fois que tout ça est installé, le démonter, le déconstruire 8 jours après la rentrée, parce qu'on va muter un prof ailleurs, c'est complètement stupide. Et puis cela participe aussi à l'image qu'on a de l'école, de l'éducation nationale et des professeurs. On se souvient bien de l'image du professeur très respecté il y a 50 ans. En tout cas, c'est comme ça que nous racontaient nos parents et nos grands-parents ce qui se passait à l'école pendant la classe. Aujourd'hui, ils se considèrent comme étant très mal payés, ce qui est clairement une réalité, et surtout très peu considérés. Beaucoup de parents soit ne les considèrent pas, ou même les élèves, ou eux-mêmes ne se sentent pas reconnus par leur propre ministère ou par la société. Et comment ça se fait, selon vous, que ce statut ait autant changé en 50 ans ? Moi, je pense qu'on vivait sur un acquis. Hein. La France, l'Europe, nos grands pays étaient les grands leaders pendant la révolution industrielle. Donc, finalement, on avait un outil éducatif qui était bien adapté. On n'avait pas les pays émergents comme concurrents. Donc, on était des leaders mondiaux dans plein de domaines. Et puis, petit à petit, la société est devenue industrielle, post-industrielle, des pays ont émergé, une concurrence s'est faite, et puis nous, on n'a pas remis en cause notre système d'éducation. Mais pourquoi ? Parce que je pense que le confort et l'inertie d'une situation qui a marché pendant longtemps fait qu'on n'a pas intégré que finalement c'était pas une rente de situation en vie, que ça pouvait être challengé, notamment par des pays comme les États-Unis, comme le Japon à une certaine époque, comme la Chine aujourd'hui, qui arrivaient avec plus d'ingénieurs, plus de capitaux, et puis qui étaient extrêmement rapides et réactifs dans la construction de la mondialisation. Donc nous, on a vécu sur cette lancée, on ne s'est pas remis en cause, on a eu tout un champ déficitaire depuis les années 70 où il y avait de moins en moins le budget de la France était en déficit, donc on n'a pas réinvesti dans l'éducation nationale. Et puis on s'est rendu compte qu'on décrochait de plus en plus, et que l'écart entre ce qu'il faut mettre comme moyen et ce qui est mis comme moyen réellement était de plus en plus important, et donc de plus en plus difficile à combler. Et puis voilà, qu'il y a une forme d'obsolescence de notre système éducatif, dont on paye aujourd'hui très cher les conséquences, puisque nos parts de marché dans le monde déclinent, puisqu'on n'est plus les seuls à faire des avions, des bateaux, des voitures, des vélos électriques, etc. Donc on est aujourd'hui, on a laissé un peu pourrir la situation. On est aujourd'hui dans une économie dont on sait qu'il faut qu'elle génère de la valeur ajoutée, parce qu'on ne sera pas les usines du monde, elles seront plutôt en Extrême-Orient. Donc il faut qu'on génère de la valeur ajoutée, il faut qu'on investisse massivement sur l'éducation, mais on a pris un tel retard que du coup l'upside, l'écart à combler plutôt, est important. Et donc c'est vraiment remettre à plat les grandes priorités de politique publique. Celle-là en est une, je pense qu'il y en a d'autres, comme l'aménagement du territoire par exemple, mais il faut remettre des grandes priorités en politique publique pour vraiment construire aussi une vision de la société. Et la société française, elle se construira par rapport à ce que la France a de singulier. Moi, je pense ce qu'elle a de singulier, c'est son territoire, sa culture, son patrimoine, son héritage. Et il faut mettre une couche de savoir, de compétences, de technicité là-dessus. Et ça, c'est l'éducation. Et si on n'a pas ces deux convictions de dire ce qu'on a de différent par rapport au reste du monde, c'est une histoire, une culture, des territoires extrêmement attractifs, et une capacité éducative qui va fertiliser et révéler tout ça, si on ne met pas ça en avant, on aura probablement un déclin, mais on le voit maintenant prospérer depuis plusieurs années. Quand vous en discutez avec vos collègues à l'Assemblée ou ailleurs, est-ce qu'ils sont du même avis que vous ? Est-ce qu'ils ont conscience de l'importance de l'éducation en France ? Je pense que tout le monde l'a intégré. Tout le monde a intégré ses grandes priorités. C'est bien, maintenant... Une chose est de l'intégrer, une chose est de le mettre en œuvre. Voilà. Et on le voit, puisqu'on est en pleine discussion, on démarre une discussion budgétaire. Vous voyez, si on fait de tout une priorité, on n'y arrivera pas. Donc il faut avoir le courage politique, d'abord d'imprimer une vision, de programmer la distribution d'une nouvelle politique publique dans le temps long, parce que ça ne va pas se faire en 6 mois ou en 3 ans, et puis s'y tenir ensuite. Donc c'est à la fois une vision, et c'est aussi une méthode politique, et c'est un courage politique. Alors c'est un courage politique, il y a eu beaucoup de réformes qui ont été faites, notamment dans l'éducation, pour revenir sur cette thématique forte. Notamment, si je vais prendre juste sur les 20 dernières années, énormément de réformes, et la dernière en date qui a fait beaucoup parler, qui est Parcoursup. Parcoursup a généré énormément d'anxiété, aussi bien pour les professeurs, mais surtout pour les élèves et les parents, comme on peut le comprendre. Beaucoup pour les parents. Voilà. Et les jeunes, ils sont assez sereins, finalement. Alors,
serein, je ne sais pas trop. Parce les parents à juste titre, hein, d'ailleurs, pas les parents, parce qu'ils se préoccupent autant que leurs enfants de leur avenir. Alors de nombreuses réformes, on le sait, ont eu lieu dans l'éducation, en particulier ces 20 dernières années. Une très marquante, c'est celle de Parcoursup. Parcoursup a fait beaucoup parler, il y a eu beaucoup d'anxiété, et on peut l'imaginer largement, aussi bien pour les professeurs que pour les élèves, comme pour les parents. Et vous avez mis en place un campus à Neuilly, que j'ai eu la chance de visiter hier grâce à Laurence Michelangeli qui travaille avec vous, où des intervenants, au-delà du fait que vous avez mis en place des lieux d'accueil pour que les étudiants viennent, quand ils veulent, gratuitement évidemment, travailler, ils puissent aussi avoir accès à des intervenants extérieurs pour leur raconter leur passion de leur métier, mais aussi et surtout les aider sur cette fameuse plateforme Parcoursup. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, qui quand même... Je sais que vous êtes maire de Neuilly, que vous n'êtes pas au cœur de l'éducation précisément, mais enfin, vous avez quand même entendu parler, vous avez eu des retours des parents, des professeurs sur cette réforme. Oui, le risque, c'est que ce soit les opportunités de place qui fassent le choix des études. C'est dire, j'aurais aimé faire ça, mais finalement, il y a de la place là-dessus, donc je prends le choix où il y a de la place, et pas celui qui me motive et vers lequel j'ai envie d'aller. Pardon, je vous corrige, mais c'est peut-être pas justement le problème, c'est pas je prends, c'est on me donne. Et c'est tout le sujet. Malheureusement, parce que voilà, l'arbitrage n'est pas fait par moi, mais il est fait par l'algorithme ou par des critères qui m'échappent. Et ça, faut absolument pas aller là-dedans. Alors, il y a deux manières d'éviter ça. Il y a bien sûr travailler l'algorithme ou travailler la plateforme de telle manière à ce qu'elle soit plus sensible aux desiderata des enfants. Mais il y a aussi peut-être mieux acculturer les jeunes à ce qu'ils ont vraiment envie de faire ou ce qu'ils sont en mesure de faire, qu'ils ne partent pas sur des rêves inaccessibles ou qu'ils ne partent pas sur des choses dont ils ont peu d'idées finalement de ce qu'elles représentent dans une vie professionnelle. Donc nous, tout ce qu'on essaie de faire à Neuilly Campus, c'est leur proposer, comme vous le disiez, des rencontres avec des professionnels, des discussions avec des gens qui font tel et tel métier, de telle manière à ce qu'ils leur disent quelle est la réalité du métier, puis les contraintes qui y sont attachées. Mais si leur disent la réalité du métier, est-ce qu'ils auront envie d'y aller? Tout dépend des métiers. Oui, je pense qu'on ne peut pas leur... il faut laisser la part de rêve. Hein, on projette un métier, on projette forcément une part d'idéal, mais il faut en même temps mettre les réalités en face, parce que on le voit, hein, il suffit de regarder les statistiques, le nombre d'enfants, de jeunes qui se réorientent au bout d'un an ou deux, parce que finalement ce qu'ils apprennent à la fac de droit, dans telle école, ne correspond pas à ce qu'ils avaient compris ou perçu, ça fait un gâchis énorme. C'est des années qui sont perdues. Alors, peut-être ces années sont utiles pour mûrir la réflexion, mais si on peut participer à ce qu'elle mûrisse un peu en terminale ou en première, avant le bac, c'est aussi bien. Donc, Neuilly Campus, c'est cette idée de maturer, de faciliter la maturation d'un choix, mais vous le disiez à juste titre, Parcoursup doit être le mieux réglé possible pour que le jeune puisse aller vers là où il a envie d'aller. Une question sur la laïcité. Hier, Pap Ndiaye a rendu hommage à Samuel Paty à l'Assemblée nationale. L'hémicycle s'est évidemment levé pour applaudir ce professeur d'histoire lâchement assassiné il y a maintenant 2 ans. Tout le monde debout, mais les faits sont là pourtant. Ils sont là et on le voit tous les jours. Les signalements d'atteinte à la laïcité à l'école sont en hausse. Je parle à l'école en particulier, car c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui ici sur School TV. Est-ce qu'on a tiré tous les enseignements justement de cet épisode terrible? Samuel Paty en est devenu effectivement malheureusement, hein, j'allais dire une image, une icône, mais le problème c'est que le problème perdure partout et tout le temps. Oui, je pense que de toute façon les problèmes sont encore là, on les a vraiment pas résolus et le problème c'est de les résoudre à l'aune de l'actualité. C'est jamais très bon et si on les prend pas à bras le corps, indépendamment de l'actualité. Et moi, je milite beaucoup pour qu'on relise la loi de 1905 de séparation de l'Église et de l'État. Et cette loi de 1905, elle est finalement mal interprétée. C'est une loi qui redonne une place officielle aux religions dans la société et qui est extrêmement vigilante sur le prosélytisme, sur tout ce qui est faire pression sur. Et c'est pas forcément l'interprétation qu'ont aujourd'hui des tenants d'une laïcité un peu jusqu'au-boutiste qui peuvent plutôt évacuer les religions. Et je pense que justement, on n'arrive pas à trouver ce point d'équilibre entre des religions qui sont structurantes dans la société, qui pour autant restent dans une sphère privée et ne doivent pas poser le prosélytisme comme un acte politique. Et si on ne revient pas un peu aux sources, si on ouvre le débat simplement au moment des anniversaires, des commémorations, ou des hommages plutôt, ou au moment où l'actualité devient terrible, comme c'est le cas avec Samuel Paty, et dramatique, on a des espèces de transformations qui sont
sont sous l'impulsion, qui sont sous le feu de l'actualité, qui sont un peu dans la passionnariat de l'actualité, parce que quand on est tous rattrapés par les émotions, on n'a pas forcément le recul et la sérénité pour débattre de sujets aussi compliqués avec les tenants et aboutissants. Donc moi, je dis méfions-nous, parce qu'on est de plus en plus même dans une manière de légiférer qui est sous le coup de l'émotion, sous le coup des algorithmes aussi, parce qu'il suffit qu'un fait soit totalement viral pour que finalement l'algorithme nous impose de le mettre au cœur du débat politique, et finalement cette manière de légiférer, de décider, de faire de la politique sous le coup des émotions et des algorithmes est à mon avis un biais extrêmement dangereux. Donc on a des grandes problématiques, on le sait, la laïcité c'est une grande problématique, il faut l'isoler de l'actualité, le rapprendre à la racine. Il y a une loi qui est une loi un peu chapeau qui est celle de 1905, et ben il y a des universitaires qui ont très bien travaillé là-dessus, comment la réinterpréter à l'aune de l'islamisme, à l'aune des réseaux sociaux, à l'aune d'une violence qu'on a du mal à canaliser, et à l'aune d'une école qui doit jouer un rôle beaucoup plus fort, à mon avis, dans ces sujets-là. Le temps presse et j'ai évidemment toujours beaucoup de questions à vous poser, Monsieur le maire, mais ce sera ma dernière question. J'aimerais connaître le démarrage de votre engagement en politique, car de tout ce que j'ai lu, et j'ai lu quand même beaucoup d'articles sur vous, à la fois sur ce que vous avez dit et ce qui a été écrit sur vous. Je sais que vous démarrez votre carrière donc début 2008, effectivement en tant que maire de Neuilly, mais ça a commencé bien avant, puisque vous étiez patron de PME, branché entre guillemets système d'information pour le commerce international, et vous profitez effectivement, selon en l'occurrence Libération, j'ai bien aimé la formule, des municipales pour tenter un raid au cœur de la Sarkozy. Bon, et là, vous devenez donc maire de Neuilly. Mais l'engagement, il vient d'où? Est-ce que ça a démarré même plus jeune? Vous étiez délégué de classe, par exemple? Oui, mais je ne pensais pas du tout faire de la politique. C'était totalement en dehors de mon spectre de motivation, d'envie, d'intérêt, etc. Et donc, j'ai créé des entreprises. J'ai créé une entreprise qui a très bien marché dans les systèmes d'information sur le commerce international. Je voyageais beaucoup. Et puis, tout s'est cristallisé en quelques minutes au moment où ma fille aînée avait 18 ans. Elle allait avoir 18 ans et elle allait voter pour la première fois. Et puis, comme... Voilà, dans beaucoup de débats ou de contextes familiaux, vous voyez, on a tendance plutôt à critiquer les politiques, à être jamais content, etc. Et, vous ne critiquez pas, vous? Si, moi j'étais critique, parce qu'il y avait déjà matière à être critique. La politique dans les années 2000 n'était pas idéale. Et du coup, ma fille me dit... mais pour qui je vais voter? Et j'ai du mal à lui répondre, en me disant pour lui ou pour elle, ça serait formidable et tout. Et donc j'étais en voyage à l'étranger, le jour, c'était un dimanche, j'étais à Istanbul, vous voyez, elle me passe un coup de fil, elle me dit mais tu sais papa, on vote dans 2 mois. Comment approcher ce vote? Pour qui je vais voter? Et je lui dis écoute, je sais pas. Et puis j'ai cette espèce de coup de folie, je lui dis tu voteras pour ton père. Et je rentre à Paris. Et je me présente aux élections. Et voilà, et 6 mois. C'est quand même c'est une belle histoire. Mais je disais pas ça innocemment, car en fait, quand je parle d'engagement en politique, je devrais peut-être pas dire politique, parce que finalement, vous n'êtes pas encarté. Non, moi je suis totalement indépendant. Vous voyez, quand la population de Neuilly m'a élu comme libre, sans être dans un parti, en arrivant un peu de nulle part, parce que j'étais pas du tout dans le champ politique, j'ai trouvé que c'était une marque de confiance incroyable. Parce que finalement, quand vous allez voter, et c'était un peu le dialogue avec ma fille, vous votez pour une étiquette. Et oui. Et puis vous vous souciez, un peu, mais pas tant que ça finalement, de la personne qui incarne cette étiquette. Et moi, les gens m'ont élu sans étiquette. Ils me connaissaient pas. Ils m'ont élu sur la base de ce que je leur proposais, de ce que j'avais envie de mettre en œuvre dans la ville. Et j'ai trouvé que c'était un très beau geste, un geste de confiance incroyable. Et finalement, je me suis dit, mais voilà, jamais je serai dans un parti, parce que je ne peux pas trahir cette confiance. Au regard peut-être des grandes figures politiques aussi que vous aviez, j'imagine, longuement admirées, plus jeunes. Vous voyez, Simone Veil, le général de Gaulle, vous voyez, cette politique qui part de loin, qui est très profonde. Bien sûr. Et je ne retrouve pas ça dans le jeu politique. Donc après, on m'a dit, mais c'est exceptionnel et tout, ça ne se reproduira pas 2 fois. Et puis j'ai été réélu maire, député, conseiller départemental, en gardant toujours cette indépendance. Et à l'Assemblée, quand il y a eu le classement des députés les plus influents, j'étais dans les 50 députés les plus influents, ce qui montre bien qu'en étant indépendant, on peut tout à fait finalement imprégner dans le débat public sans pour autant faire allégeance à un parti politique. Et vous avez quitté la députation d'ailleurs. Mais on ne peut plus cumuler député maire. Vous voyez, le mandat de maire est tellement un mandat d'entrepreneur, de bâtisseur, de constructeur, d'animateur de beaux projets, que voilà, ce mandat m'intéressait plus que celui de député. Merci 1000 fois, monsieur le maire Jean-Christophe Fromentin, d'avoir été avec nous sur le Grand JT d'éducation. On va marquer une courte pause et on se retrouve dans quelques instants.
De retour sur le plateau du Grand JT, je suis ravie d'accueillir Laurent Dauphès. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le créateur du jeu Monsieur Miam, qui est juste à côté de moi, et qui permet de découvrir ce qu'est l'équilibre alimentaire. Parce qu'il y a un équilibre alimentaire, vous savez que je l'apprends, moi qui suis super gourmande et gourmet, qui n'arrête pas de cuisiner, de manger des trucs gras, bien sucrés, enfin la totale. Bienvenue au club. Ah, c'est vrai? Oui, exactement. Et vous avez conçu ce jeu justement pour vous contenir, pour faire attention? Non, c'est pas pour se contenir en fin de compte, c'est pour justement ne jamais avoir d'injonctions négatives. J'aime manger des hamburgers, j'aime manger des tartiflettes, etc. Mais à un moment, faut compenser. Si on se fait 3 tartiflettes d'affilée ou 3 hamburgers d'affilée dans la journée, ça va te poser un petit problème. Mais on compense avec quoi? Avec des légumes cuits vapeur? Avec des légumes, avec des fruits, avec des laitages, avec plein de choses. Il suffit juste de trouver le bon équilibre. D'accord, donc on peut en fait, si je vous écoute, ne pas forcément manger sain tous les jours, mais on peut manger effectivement de manière un peu exagérée par moment et puis rattraper de temps en temps. Finalement, on arrive à un équilibre. L'équilibre, c'est justement de pouvoir se faire plaisir avec des aliments qui peuvent être un peu plus gras, etc. Mais de l'autre côté, de toute façon, vous êtes obligé de manger sain parce que sinon, vous ne trouverez pas l'équilibre. Bon, moi, j'arriverai à le trouver. Il y a bien une solution. En tout cas, il s'agit d'un voyage donc gourmand avec les héros d'une série, mais que j'ai tellement aimée, qui s'appelait Il était une fois la vie. Forcément, vous la connaissez cette série. Il y avait Maestro, le barbu. C'est ça, vous vous souvenez forcément vous aussi, puisque vous avez. C'était écrit et réalisé. J'ai retrouvé le nom par Albert Barillet, donc en 86, et ça s'appelait aussi La fabuleuse histoire du corps humain. Donc il y avait Maestro, il y avait Globine, Virus. Psy, d'autres personnages qui étaient à l'intérieur, et nous on a récupéré et on a demandé l'autorisation auprès des héritiers d'Albert Barillet de pouvoir utiliser leurs personnages et donc de pouvoir les intégrer dans le cadre de ce jeu. Donc on retrouve Maestro, Virus et Globine à l'intérieur. Parce que c'est vrai qu'on s'est dit juste avant, en fait, se dire, bon alors effectivement, un hamburger ou un énorme gâteau au chocolat, forcément, c'est pas très équilibré, c'est pas très sain, etc. Ça, tout le monde le sait à peu près. Mais en revanche, d'avoir l'idée de comprendre ce qu'est le corps humain, de comprendre ce qu'est une digestion, de comprendre ce que c'est qu'un tissu cellulaire, de comprendre, tissu biologique déjà, cellulaire, les organes, leur fonctionnement, comment ça se passe, effectivement, c'est beaucoup plus complexe qu'on l'imagine. Exactement, et Il était une fois la vie, c'est ça qui était extraordinaire, c'est que ça montrait exactement comment se passait la biologie du corps humain, mais de manière extrêmement simple et extrêmement bien illustrée. Nous, notre travail, ce que je fais, moi, en tant que game designer, et ce qu'on fait avec InMedia Vita, c'est on fait de l'apprentissage furtif. On crée des jeux basés là-dessus. D'ailleurs, en gros, je vous fais jouer à un jeu, vous avez appris des choses et vous n'en êtes pas rendu compte. Donc le principe, c'était de se dire comment est-ce que je peux apprendre l'équilibre alimentaire, mais en même temps, en apprenant l'équilibre alimentaire, je veux apprendre les fonctions du corps humain, parce que ce sont les fonctions du corps humain qui permettent de réguler l'équilibre alimentaire. Donc, le meilleur exemple, c'était de reprendre les personnages Il était une fois la vie, les intégrer dans un jeu et de faire un jeu extrêmement fun et totalement amusant, très court et hyper rythmé pour pouvoir apprendre ça. Alors justement, parlons-en de ce jeu. On va voir des images pour comprendre comment fonctionne. Ça fonctionne avec une appli qu'on peut télécharger très facilement, j'imagine, sur les smartphones. Et donc là, on le voit ensemble. Donc en fait, on choisit un plat, c'est ça? On choisit un plat. Il y a un joueur qui va faire la tête et on a un autre qui va faire l'estomac. En général, ça se joue parents et enfants. Une fois sur deux, l'enfant veut absolument faire la bouche. Et donc, on doit choisir un plat. Il y a 12 plats qui passent devant vous, dont des plats mystères. Donc là, on en a choisi un. Voilà, on en choisit un. Il faut le mâcher, il faut saliver en même temps. Donc, ça demande une certaine agilité avec les doigts. Et une fois qu'on l'a bien mâché, on l'avale. Et quand on l'avale, ça passe de l'autre côté, au niveau de l'estomac. Et voilà, et au niveau de l'estomac, on a des canons à enzymes. Et les enzymes sont là pour permettre de digérer les lipides, les glucides et les protéines. Ce qui apprend justement le fait que si on mange trop sucré, à un moment, les enzymes, on ne va plus en avoir assez. Et il va falloir arriver à gérer cette dose d'enzymes qu'on a dans la journée pour pouvoir manger assez de sucre. Donc, il ne faut pas trop abuser de sucre. Si on prend, 3 chocolats liégeois dans la journée, il va y avoir un petit souci. C'est ça que ça vous apprend aussi. D'accord. Et évidemment, déclencher des maladies graves comme le diabète ou autre. C'est pas notre propos. Non, mais enfin, c'est le propos quand même de beaucoup de personnes qui travaillent justement sur l'alimentation, puisqu'on le voit, et dans beaucoup de pays, c'est devenu un vrai problème. Alors, manger équilibré, on sait que c'est important. On parle évidemment de fruits et de légumes. C'est vrai, le coup des 5 fruits et des légumes, vous allez nous dire qu'il faut absolument manger 5 fruits et légumes par jour ou pas? Oui, c'est mieux. Franchement, c'est mieux. En plus, ce qui est amusant, c'est que dans le jeu, chaque plat et chaque fruit et légumes a une carte associée. Donc vous avez à l'intérieur de l'appli et dans le jeu lui-même, il y a des cartes à jouer. Dans chacune de ces cartes, si on les scanne,
ben, on a le contenu. Donc ça donne soit des recettes, soit aussi des contenus historiques ou des faits qui peuvent être très très intéressants. On en parlait, par exemple, il y a l'ail. Tout le monde connaît l'ail. Ben, l'ail, vous savez que c'était l'objet de la première grève de l'histoire racontée par Hérodote. Les esclaves égyptiens qui construisaient la pyramide de Khéops ont fait grève parce qu'ils n'avaient pas d'ail dans leur nourriture. Et en plus, l'ail... Pourquoi il n'y avait pas d'ail? Parce qu'il y a une pénurie à ce moment-là. Il y avait une pénurie et justement, les esclaves se sont mis en grève. Et Hérodote le raconte dans son histoire. Donc c'est assez extraordinaire. Donc, c'est vraiment une grève justifiée, selon moi. Pour le coup, là... ça vaut le coup. En plus, l'ail, on est en train de découvrir que c'est un antioxydant, ça permet justement de soigner certaines maladies, etc. Donc c'est bon pour la santé. Il paraît que c'est bon pour le cœur. C'est bon pour beaucoup de choses. C'est vrai, c'est bon pour... Oui. Oui, moins pour la laine, mais bon, ça fonctionne quand même. Alors comment fait-on pour que justement des enfants aiment ces fameux légumes? Parce que hormis un ou deux qui passent assez bien, c'est vrai que bon, la pomme de terre a priori passe. Mais tous les autres, les salsifis, les poireaux, les brocolis, le chou... Mais justement, ce qui est amusant aussi dans le jeu, c'est qu'on apprend, on apprend des comportements en jouant. D'accord ? Déjà, on comprend, en tant qu'enfant, qu'il faut mâcher. Plus on mâche, plus on va pouvoir gagner vite. Si on salive et si on boit de l'eau, on va pouvoir gagner encore plus vite. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose... Mais attendez, gagner parce qu'en fait, c'est très bon pour la santé de mâcher longtemps, c'est ça? Oui, exactement. Si vous mâchez longtemps, vous créez plus d'enzymes qui vont vous permettre ensuite de mieux digérer. Alors, je vais faire une vanne perso, mais c'est pas grave. C'est une amie qui m'avait expliqué ça pendant très longtemps. Elle m'avait dit, tu sais, si j'arrive à rester mince, c'est que parce que je mâche très longtemps, en fait. Tu as l'impression que pendant des heures, je mâche quand je déjeune avec toi. Mais effectivement, c'est parce que ça me permet de pouvoir beaucoup mieux digérer. J'étais complètement fascinée par ça. C'est le cas. Il y a ça, le fait de mâcher lentement, mais aussi de se concentrer sur ce qu'on mange. Ensuite, dans le jeu, ce qui est amusant, c'est qu'on a des plats mystères. Ces plats mystères... on peut avoir des migales, ou on peut avoir de la cancaillotte, ou on peut avoir des sushis. Il y a des plats mystères qui sont répandus dans tout le jeu. C'est marrant d'avoir associé les sushis à la migale quand même. Ça dépend comment vous le mangez cru ou pas. C'est pour montrer qu'à un moment, on peut aussi désirer manger des insectes, etc. Mais savoir quel est son apport nutritif. Donc il y a des plats mystères. Et nous, ce qu'on veut, c'est que les enfants soient curieux des plats. On veut qu'ils soient récompensés lorsqu'ils vont prendre des plats mystères. Donc, si on prend les plats mystères, ça permet d'avancer plus rapidement aussi dans le jeu. Il y a toute une stratégie à créer en scannant les cartes, en comprenant quelles sont leurs zones d'équilibre à l'intérieur des plats pour pouvoir élaborer la meilleure stratégie, parce qu'il y a quand même 10 pays à visiter, avec des spécialités par chaque pays, et de pouvoir arriver à progresser dans la totalité du jeu. Donc, il y a des récompenses. Et si vous prenez des légumes et des fruits, là, vous êtes sûr que vous allez réussir chacun des niveaux. Donc finalement, c'est biaisé dès le départ. C'est que je prends des légumes et des fruits à chaque fois et je vais gagner contre ma maman? Non, parce que ce qui se passe, c'est que si justement vous êtes trop bas dans nos niveaux justement d'alimentation, ça vous sanctionne aussi et vous perdez. Parce qu'on manque de protéines. Parce qu'on manque de protéines. Enfin, non. De protéines végétales aussi. Mais... on peut manquer de protéines, mais on peut manquer aussi d'apport nutritif dans une journée par rapport à un apport calorique. Tout est calculé sur les données de l'INSERM. Ah oui, d'accord. Et c'est une façon de générer aussi des discussions entre parents et enfants, ou alors entre copains aussi, sur justement l'alimentation et les recettes du monde entier. Parce que vous parlez d'insectes, justement, il y a plein de pays où ça se fait tout à fait de manger des insectes. J'ai mangé des migales en Cambodge. Voilà. Ah oui? Et oui. c'était bon? Non. Vous me rassurez, je ne rate rien. Donc. Mais ce qui se passe, c'est que justement, ce type de dialogue qui peut être engendré entre parents et enfants, c'est ça qui est amusant, c'est qu'on apprend des choses qui sont vraiment étranges. Un exemple, c'est si je vous pose la question de savoir, est-ce que vous savez d'où est originaire la choucroute? La choucroute, non, j'aurais dit effectivement peut-être de l'Allemagne ou du Nord, mais ou alors carrément de la Chine. Ça vient de la Chine, exactement. Non. Si, ça vient de Chine. Le chou fermenté, et on a retrouvé en plus des recettes alliant porc et chou fermenté il y a plus de 1000 ans en Chine. Et ensuite, ça a dérivé, c'est passé en Corée, par exemple, avec le kimchi. Et donc, la fabrication du chou fermenté comme recette de cuisine associée au porc vient de Chine. Mais la saucisse qui va avec la choucroute? Ça, après, c'est toute une bataille. Est-ce que vous êtes saucisse de Strasbourg, de Francfort? Nous n'allons pas trancher ce débat aujourd'hui. J'avoue, je n'y ai pas réfléchi. C'est aussi dangereux que chocolat et chocolatine. Hein. Donc, nous n'allons pas aller sur ce terrain glissant. Les cartes qui sont devant vous, s'il vous plaît. Oui. Laurent Deffès, racontez-moi, alors justement, par rapport à ce qu'on s'est raconté. Alors, justement, ici, par exemple... Je vais la montrer, ça, c'est des plats mystères. Ouais. On va vraiment aller voir parce qu'il y a des trucs vraiment bizarres. En plus, il faut débloquer toute la librairie. Il y a plus de 164 plats dans la librairie, donc il faut arriver à les collectionner. Donc là, par exemple, on est en Italie. D'après vous, ça, c'est quoi? Alors, le tiramisu. Gagné, voilà. Oui. Alors, la panna cotta. Italie, toujours. Voilà. Aux fruits rouges, en l'occurrence.
Le fameux Là, sushi. les sushis au saumon. Voilà. Là, c'est bon, j'ai réponse à tout pour l'instant, tout va bien. Allez. Qu'est-ce que quoi? Le hot dog. Là, on est plus aux États-Unis ou alors c'est d'ailleurs encore le hot dog? C'est le Mexique, c'est quoi? Non, le hot dog, c'est une autre anecdote, c'est assez particulier. En fin de compte, ce sont des émigrés allemands qui l'ont vendu la première fois à New York. Ah, mais bon. Voilà. Alors, ça, c'est le tagine. Eh ben oui. Poulet au citron confit et olive, je Exactement. pense. J'adore le poulet. Je peux le mettre de côté parce que Ah ben, vous pouvez la garder. je la garde celle-là. Alors ça, c'est une soupe de champignons. Grec. Après, j'ai compris. Hein, Ouais. Mais c'est ça, c'est une soupe de champignons grecs? Ouais, exactement. Ok. Et là, merci beaucoup, effectivement, les fameux légumes qu'il faut manger. Donc, on voit les carottes, les courgettes, les poivrons, l'aubergine, etc. Enfin, bon, Est-ce que vous pourriez deviner ce que c'est ça comme pays? Alors, ça, c'est du nougat, c'est Montélimar. Non, pas du tout. Rien à voir. C'est du tempeh, c'est végétarien. C'est végétarien. Bon, j'avoue que là, j'aurais flanché. Mais Justement, toute l'idée est de pouvoir aussi faire découvrir des plats, faire découvrir des fruits, des légumes et des aliments que l'on ne connaît pas forcément. Et de montrer quelles sont leurs valeurs nutritives. Bah, écoutez, ça me paraît hyper clair. Merci pour ce jeu. Et donc, Monsieur Miam, qu'on trouve partout? À partir du 9 novembre. Ah, génial, ça sort. Ah là, c'est en avant-première. Oui, vous êtes en avant-première. Oh là là, mais quel succès. Laurent Dauphès, merci mille fois. Donc, Monsieur Miam, qu'on retrouve, ça coûte combien? Ça coûte 30 €. 30 €, voilà, pour apprendre effectivement à manger mieux, à mieux comprendre son corps, à mieux comprendre la digestion. Et c'est un jeu très drôle, évidemment, à faire avec ses parents, ses enfants, ses copains et tout le monde. Je voulais Dites-moi. préciser une chose, c'est que la musique, parce qu'il y a de la musique à l'intérieur du jeu sur l'application, ça a été fait par le groupe Zut, par Francis Médoc du groupe Zut, qui est un groupe de rock pour enfants et qui vont bientôt être en tournée à l'Européen. Donc voilà. Il est parfait. Il est parfait. Il a même fait le petit clin d'œil. Merci Laurent Dauphès. Allez, tout autre sujet à présent, puisqu'on va parler du concours Science Factor. Le but de ce concours, c'est de promouvoir des projets scientifiques innovants. Pour le top départ de cette nouvelle édition, eh bien, d'anciens lauréats sont venus présenter les avancées de leurs projets. Nos équipes y étaient. C'est un reportage signé Célia Barotte. Nous avons créé un détecteur d'inondation connecté. Un jeu qui pourrait aider les autistes à communiquer. Un GPS intérieur qui aiderait les enfants qui se perdraient dans les couloirs. De l'imagination, les collégiens et lycéens n'en manquent pas. Coachés par leurs professeurs, ces équipes avaient pour mission de présenter leurs projets et d'échanger avec de futurs partenaires universitaires ou ministériels. On a notamment là ici des projets qui sont liés aux agressions de rue ou aux problématiques d'agressions homophobes. Et donc ce sont des choses qui nous tiennent particulièrement à cœur. Je crois que des concours comme Science Factor, c'est très important parce que ça permet à nos jeunes d'abord de rendre concrète la question de l'innovation scientifique, de voir qu'ensemble ils peuvent construire un très beau projet scientifique qui après peut être traduit et transcrit par des collectivités locales, par l'État, par des entreprises pour améliorer les conditions de vie de tout un chacun. Mais avant que leur projet d'innovation citoyen ne voit le jour, les participants vont devoir réfléchir à son cahier des charges et à sa conception. D'anciens lauréats ont donc fait le déplacement pour échanger sur leur expérience et donner quelques précieux conseils. Il faut avoir confiance en soi, Oui. mais beaucoup. Faut jamais se sous-estimer, vous pouvez réussir à tout faire le temps que vous avez la volonté. Si les élèves de la 6e à la terminale peuvent laisser exprimer leur créativité au service d'une action sociétale, économique ou environnementale, ils doivent tout de même respecter une condition importante. On impose que les équipes soient pilotées par des filles. C'est important de montrer qu'elles ont toute leur place. C'est pas bon en ce moment ce qui est en train de se passer. On valorise pas autant les filles que les garçons dans les filières scientifiques et techniques. Donc on est là pour essayer de rétablir un petit peu la balance. Et il semblerait que les filles prennent goût à occuper un poste à responsabilité dans le domaine scientifique. Je trouve que c'est très bien de promouvoir la science chez les filles parce que nous avons autant de capacités que les garçons. Et dans notre société actuelle, il est bien de le démontrer une nouvelle fois pour que nous prenions pleinement notre place dans la société. Pour terminer cette journée de partage de connaissances, les équipes de cette nouvelle édition ont reçu le soutien de leur marraine, la productrice Alexia Laroche-Joubert. Je trouve qu'il y a une vraie diversité de projets. Je trouve qu'on voit tout de suite l'application
En fait, contrairement à beaucoup probablement d'inventions d'adultes, on va dire, l'avantage des jeunes, c'est qu'ils sont concrets. C'est-à-dire qu'ils sont ancrés dans une efficacité immédiate de l'invention. Clôture des inscriptions au concours Science Factor le 7 janvier 2023. Voilà, on embrasse évidemment Alexia Laroche-Joubert et Claudine Schmuck qui étaient venues ici nous parler de Science Factor. Vous, les sciences, alors on voit le corps humain là, et c'était une matière qui vous plaisait? Oui, carrément. Des matières? Oui, carrément, et même surtout maintenant les sciences cognitives. C'est comment est-ce qu'on agit directement sur le cerveau pour pouvoir arriver à vous apprendre des choses mais qui soient utiles. Ce que j'aime bien, c'est que vous me regardez comme ça, avec l'œil qui frise. Enfin, je vais te transpercer le cerveau. Je vais apprendre des choses. Merci beaucoup, Laurent. Allez, tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. C'est un sport, c'est un art, c'est les deux? Les deux. Ça reste un sport avant tout quand même. Ouais. C'est très physique en fait. Ouais, oui, Très physique, ouais. Il y a un échauffement où il y a du cardio, des assouplissements, du travail de précision. Du renforcement, du gainage, j'imagine. Ouais. Gainage, maintien, danse classique et artistique parce que oui, on exprime une musique, on exprime des émotions, on exprime des choses aussi. Comment il s'articule toi ton entraînement? C'est quotidien? Tu y vas tous les jours? Non, pas tous les jours. Parce que j'ai combien de fois par semaine? Alors, personnellement, c'est 2 fois par semaine. Ça peut aller à 3 fois si on est en période de compétition. Avec des entraînements qui durent quoi? 1 heure, 2 heures? On est sur du 2h30 minimum. 2h30? Oui. Après la journée de cours, j'imagine? Oui, ça peut paraître beaucoup, mais comme on est adulte, quasiment, ça peut passer. Pour les enfants, c'est plutôt 1h30, 2 heures. Mais c'est un sport qui demande un échauffement complet, donc c'est très long. Oui, donc c'est ça, il y a toute cette partie dont vous avez évoqué, effectivement, avec tout l'échauffement du corps, j'imagine, au début, pendant une bonne demi-heure, c'est ça? Il y a 45 minutes vraiment de travail corporel, d'échauffement, de mise en route, de répétition, parce qu'à chaque cours, on répète les mêmes mouvements pour que le corps apprenne et mémorise, comme on le disait tout à l'heure. Et après, c'est beaucoup de travail de manipulation des engins. Alors, quand elles sont individuelles, elles ont vraiment un programme spécifique à travailler. Et quand elles sont ensemble, il faut qu'elles travaillent la synchronisation, la coordination. Vous êtes directrice de l'Académie de l'Opéra de Paris. Mais si vous le voulez bien, on va repartir de ce programme Star. 10 mois d'école et d'opéra. Vous nous résumez le principe? 10 mois d'école et d'opéra, c'est, comme vous l'avez dit, un programme pionnier de l'éducation artistique et culturelle qui a été créé par Daniel Foix et Martine Kahn sous la direction de Hugues Gall, il faut le rappeler. Qui dirigeait à l'époque l'Opéra de Paris, Hugues Gall. Exactement, grand directeur de l'Opéra de Paris. Et ils ont fait ce pari de dire que l'opéra, c'était pour tous. Donc c'est un programme qui est réservé aux écoles relevant de l'éducation prioritaire, de la deuxième année de maternelle au lycée, et comme tous les programmes d'éducation artistique et culturelle que nous développons à l'Académie de l'Opéra national de Paris, ça s'articule autour de plusieurs piliers. En premier lieu, la pratique artistique. Nous, on met toujours la pratique artistique au cœur des programmes d'éducation. Évidemment, la découverte du patrimoine, donc Garnier notamment, oui. Et Bastille, on pense toujours que Garnier, voilà, mais les élèves sont époustouflés par Bastille, parce que Bastille, c'est le gigantisme. Il y a un gigantisme. Exactement. Et puis, il y a les métiers, il y a les ateliers qui sont aussi très, 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 très beaux. Il y a des métiers qu'on trouve quasiment que chez vous et que dans la haute couture en France. Hein. Je sais pas quoi, les plumassiers, les plumassiers, même certaines pratiques dans la couture, les modistes. Il y a des métiers. Nous sommes un conservatoire de métiers à l'Opéra de Paris, et en même temps, nous travaillons à l'innovation dans les métiers, et en particulier la couture ou les effets spéciaux, le maquillage, etc. Donc on est vraiment aux deux pointes de la formation professionnelle, ce qui est un des axes de travail de l'Académie. Et pour revenir sur 10 mois d'école et d'opéra, donc la pratique artistique, la découverte des 2 bâtiments, et ensuite la découverte des métiers. C'est l'identité de l'Opéra national de Paris. On n'a pas compté, il faudrait qu'on compte qu'on a 100 métiers différents. Ce programme Starter, d'ailleurs, il fête ses 10 ans cette année. 10 ans où vous avez littéralement pu changer le destin de 150 enfants, puisqu'ils sont 15 ans en général par promo. Comment est-ce que vous vous dites en début d'année qu'on peut littéralement changer 15 parcours, 15 destins ?
D'abord, je me le dis pas qu'en début d'année, je me le dis un an avant, parce que l'accueil à Starter, il se travaille un an avant. On n'arrive pas le jour de la rentrée sans se connaître. C'est un travail en amont, un travail de partenariat aussi avec des professionnels qui nous proposent des situations d'adolescents vulnérables, parce que faut vraiment les voir comme ça. Ces jeunes qu'on accueille. Enfin, je pense que le film, un bon début, le montre bien, et du coup, on accueille, on prend le temps de comprendre leur histoire. Et c'est fondamental quand on travaille sur le décrochage scolaire que de se dire qu'un adolescent arrive avec une histoire scolaire, mais derrière son histoire scolaire, l'histoire scolaire révèle aussi une histoire bien plus personnelle. Le but, c'est pas d'être dans une curiosité malsaine sur leur vécu, mais par contre, évidemment, c'est quand même d'aller chercher les clés de ce qui fait traumatisme et qui peut les empêcher d'être élèves. Et ensuite, de ne pas se dire qu'on est un super-héros et qu'on va régler tout seul tous leurs problèmes, mais par contre de se dire qu'on doit tenir compte de leurs problèmes existentiels pour pouvoir travailler et aller chercher les alliances éducatives avec les bonnes personnes. Voilà, c'est comme ça qu'on les aborde. 12 ans que tu pratiques, Justine, qu'est-ce que ça t'apporte toi au quotidien ? Et notamment, quel impact peut-être en classe sans que tu t'en rendes forcément compte ? Moi déjà, sur l'exigence, la rigueur. C'est-à-dire que je suis quelqu'un de très timide quand même, mais le fait de passer en individuel, notamment toute seule devant une vingtaine de juges et une centaine de spectateurs, en fait ça fait oublier le trac, fait penser que ça m'apaise, vraiment ça me calme. Et puis oui, ça me permet aussi de... Ça t'a permis de ne pas rester sur ta poésie quand t'étais en 6e, quand t'étais pétrifié devant tout le monde. Des fois, ça permet de ne pas avoir passé le temps. C'est-à-dire quand les journées de cours sont hyper longues, et moi, au contraire, le sport, ça peut paraître encore plus long, mais des fois, j'ai qu'une hâte, c'est d'y aller. Et ça permet de s'évader, d'aller ailleurs. Et dans quelle mesure ça permet de repousser ses limites ? On parle effectivement de la maîtrise du corps, on apprend à maîtriser son corps, on apprend aussi à lui faire mal aussi ? Non, pas à se faire mal, on fait très attention, mais à se maîtriser soi-même, parce que on apprend aussi nos limites personnelles, c'est-à-dire à quel moment on est trop stressé, on craque, aussi dans des relations, parce qu'on est dans un groupe, des fois il y a des tensions, donc ça nous apprend aussi à gérer les unes les autres. Tout à fait. Cours d'histoire de première, thème 2, les transformations politiques et sociales de la France pendant le Second Empire. Alors le Second Empire, c'est cette période de l'histoire de France qui débute en 1852, lorsque Napoléon III est sacré empereur de France et qui dure jusqu'en 1870, date à laquelle le Second Empire laisse place à la Troisième République. Et le Second Empire, c'est la période où la France se transforme, mais pas seulement la France, Paris, Haussmann. Oui, Napoléon III veut moderniser Paris et va confier ses travaux de modernisation au préfet de la Seine, le fameux baron Haussmann, à qui on doit donc les immeubles haussmanniens. En gros, on concentre les quartiers bourgeois dans le centre de la capitale, qui devient aussi une vitrine de la modernité. Et l'Opéra Garnier, qui sera créé à cette époque, devient le symbole de cette modernité, du faste du Second Empire. Il incarne le luxe, les plaisirs, et son architecture témoigne vraiment du style impérial de l'époque. Garnier créé à cette époque, mais l'Opéra de Paris lui-même a plus de 350 ans aujourd'hui. Donc en fait, il était où avant l'Opéra ? Tout à fait. En fait, il était situé rue Le Pelletier, dans le 9e, pas très loin de l'actuel Opéra Garnier. Mais en 1858, alors qu'il se rend à l'Opéra, justement, Napoléon III est victime d'un attentat. Donc résultat, dès le lendemain, l'empereur décide de détruire l'opéra. Alors, non, mais il veut construire un nouvel opéra d'où il pourrait se rendre facilement depuis sa résidence des Tuileries. Ah oui, mais c'est vrai, c'est pas loin des Tuileries, le Garnier. Tout à fait, un petit kilomètre. Et c'est par cette grande artère, aujourd'hui, l'avenue de l'Opéra, que Napoléon III espère se rendre à Garnier. Bon, alors, pas de chance, il mourra avant d'avoir vu le bâtiment fini. Mais voilà, tout de même, cette grande avenue est aussi un des symboles de cette modernisation de Paris par Haussmann, qui a donc tout simplement percer l'avenue. Je vous ai d'ailleurs fait un avant-après, regardez, c'est montré dans les manuels d'histoire, on voit cette avenue complètement étriquée, et regardez cette avenue de l'Opéra ensuite peinte par Pissarro, on respire, c'est majestueux, c'est très Second Empire quoi. Et pour la petite anecdote, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a aucun arbre sur l'avenue de l'Opéra. Et en fait, la raison, c'est que l'architecte Charles Garnier, qui a donné son nom à l'opéra, ne voulait pas que la vue soit gâchée. Or, quand on regarde l'avenue de l'Opéra, en fait, avec l'opéra en fond, l'avenue est moins large
que la façade de l'Opéra. Donc il s'agissait quand même de ne pas gâcher la vue. Mais si on raconte toute cette modernisation de Paris, l'urbanisation, on doit aussi expliquer, j'imagine, aux élèves que voilà, Paris comme Rome ne s'est pas faite en un jour et que ça a été long, fastidieux, très désagréable d'ailleurs, je crois, pour les Parisiens. Tout à fait. Rien que pour l'Opéra, il est inauguré en 1975, soit 17 ans après qu'on ait décidé de le créer. C'est celle qui a donné l'idée j'allais dire ce couple, oui, mais frères et sœurs, en effet, de documentaristes, vous-même, Chabi, et votre sœur Agnès, pour pouvoir chapitrer ce documentaire unique en son genre. C'est un film qui se déroule sur l'année scolaire 2019-2020. Alors, évidemment, personne ne pouvait savoir ce dont il en retournerait, notamment au niveau des confinements, mais... Ce bon début, il s'est imposé finalement de lui-même au fur et à mesure des heures que vous avez passées avec Antoine, avec les équipes pédagogiques, avec les enfants aussi. Oui, le titre, c'est vrai que c'est plus... moi, je le vis comme une promesse. On ne sait pas si c'est... mais c'est ce qu'on aimerait que ce soit. Voilà. Et après, oui, cette année, elle est perturbée par ce qui se passe avec ce confinement. Ce qui est intéressant quand vous êtes documentariste, c'est qu'il y a toujours quelque chose à raconter. Et l'absence d'école, a priori, c'était une catastrophe pour faire un film, quand vous faites un film sur l'école. Sauf qu'en fait, vous pouvez faire un film aussi sur un moment qui est l'absence d'école. Et qu'est-ce qu'on fait de cette absence, surtout quand elle touche des décrocheurs scolaires, donc des gens dont s'il y a une chose qu'on ne peut pas leur souhaiter, c'est que l'école s'arrête, quoi. Donc là, on était vraiment au cœur de... Finalement, le confinement a été presque la situation extrême à laquelle on pouvait être confronté, et c'était intéressant aussi. Voilà pour le ZAP, c'est la fin de ce grand JT. Laurent Defesse, merci beaucoup d'être venu nous voir. Et nous a représenté votre jeu, Monsieur Miam, qui sort bientôt, là, le 9 ? Le 9 novembre. Voilà, 9 novembre. Donc pour jouer en famille, entre amis, pour apprendre effectivement l'équilibre alimentaire, ce que sont les produits, manger bien, manger sainement, et puis voilà, s'amuser en même temps. Surtout s'amuser. Et apprendre plein de choses sur les plats qui ne sont pas que français, mais aussi dans 9 autres pays, c'est ça ? C'est ça, exactement. Retrouvez-nous bien sûr sur le canal 247 des Freebox, cooltv.com. Merci à toute l'équipe. Aujourd'hui, à la réalisation, c'était Romain Luc. Au son, Mathieu Sullivan, Taï et Sayad au make-up. Un grand clin d'œil pour ce joli petit trait trop saillant. Emma Guessel et Agathe Delannoy à la rédac. Merci à vous et on se retrouve demain.